Sensibilisation des jeunes sur les dangers de la pollution plastique. Voici le titre de cette édition d'information, les détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information dont je me fais le plaisir de vous présenter. Marie-Claire Eyangema, âgée de 59 ans, une compatriote, souffre d'une anémie sévère qui nécessiterait 800 000 francs CFA pour son traitement. Elle lance ici un appel à l'endroit des bonnes volontés susceptibles de lui venir en aide. Et l'automicro de Frambio Gezo face à la caméra de Vitalis Komba. Cette compatriote, affaiblie par la maladie qui ronge au fil des jours son corps, a tout simplement besoin d'un apport financier des personnes de bonne volonté. Selon le premier diagnostic établi par un médecin du CHU, la patiente présente une anémie sévère et devrait être prise en charge de toute urgence. Mais hélas, à court de moyens financiers, cette compatriote ne peut malheureusement pas assumer les charges de son traitement, bien qu'immatriculé à la CNAMGS. Malgré la CNAMGS, ça me coûte toujours. C'est toujours dur parce que je ne fais rien pour le moment. Je ne travaille pas pour le moment, je ne travaille pas. Ça me coûte, c'est toujours dur pour moi. Et c'est combien environ comme ça? Ça demande combien? Au moins, si on peut me trouver, si je peux avoir au moins quelque chose de 800, même 900 000, voire 1 million, pour les personnes de bonne foi qui peuvent vouloir vraiment m'aider, me faire sortir de la maladie. Que je puisse me retrouver dans la guérison. Parce que j'ai les examens. Le l'ordonnance du bloc opératoire qui me demande même de payer même l'habillement des médecins. Que vraiment, tout ça, ça me dépasse. C'est pour ça que je suis venue pleurer chez vous. Que si les gens qui peuvent vraiment voir ma souffrance, me faire sortir de cette misère, de tous les jours, parce que je sais où je suis venue. La masse située au niveau du bas-ventre de Dame Marie-Claire Eyangema, la cinquantaine révolue, serait à l'origine de tous ces malheurs. L'extraire au plus vite va sans nul doute lui permettre de retrouver sa santé de fer. La maladie en moi, ça c'est une masse qui est au niveau de mon bas-ventre. Vraiment, il n'y a que ce qu'on m'a prescrit comme calmant qui n'est pas vraiment, même pas à la hauteur de ça. Que si je fais une demi, oui, ça tire, ça chauffe. Ça chauffe. Après que quand ça chauffe comme ça, ça balance les cailloux de sang que je vis comme ça jour et nuit. Que vraiment, j'ai vraiment besoin de soutien des gens de bonne foi. Vos multiples contributions sont attendues en composant le 04 84 07 11. Sensibiliser les jeunes sur les dangers de la pollution plastique pour notre environnement et les encourager à s'investir dans le recyclage. C'est le but de la conférence de presse animée récemment par le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin dernier. Les détails avec Pierre Parfait Mbadikomba. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, le 5 mai 2018, sous le thème international « La lutte contre la pollution plastique », le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable a organisé une conférence de presse sous la thématique « Les jeunes et l'environnement au Gabon ». Selon le président de cette ONG, Afan Edou, cette rencontre vise à sensibiliser les jeunes sur les dangers de la pollution plastique pour notre environnement et les encourager à s'investir dans le secteur de la transformation du plastique. Et d'autre part, de réfléchir sur les pistes de solutions en vue d'accompagner les opérateurs du secteur dans une transformation industrielle du plastique. On s'est constitué sous forme de réseau pour poser un certain nombre d'actions. Et la question, le problème actuel, c'est la pollution plastique.
si on a organisé cette conférence, c'est justement pour pouvoir lutter contre cette pollution plastique. On a invité des spécialistes qui ont parlé de l'aspect théorique. On a également invité ces jeunes qui entreprennent déjà dans le sens de la transformation de ces plastiques. Ça signifie que nous, en tant qu'ONG, on va maintenant se battre pour que ces jeunes qui ont commencé à transformer ce plastique de manière artisanale puissent se professionnaliser et puissent également permettre à ce que d'autres les retrouvent et qu'il y ait une véritable résolution de ce problème. C'est peut-être très ambitieux, mais je pense que lorsqu'on s'y met, voilà pourquoi je parlais d'individualisme, donc moi je vais y penser. S'il y a une autre personne qui pense comme moi, une chose est sûre, quand on sera nombreux, on pourra faire quelque chose de grand. Nous allons nous battre pour qu'il y ait une véritable transformation de ce plastique. S'il faut trouver des fonds, nous allons nous battre pour avoir au moins un fonds qui va encourager les jeunes à ramasser ce plastique, à nous l'amener à un lieu bien précis afin qu'il soit transformé et ensuite trouver les potentiels partenaires ou acheteurs du produit qui sera transformé. La ville de Libreville produit entre 900 et 1000 tonnes d'ordures ménagères par jour. Un tiers de ce gisement est constitué de déchets plastiques, ce qui peut constituer une véritable niche d'emploi et de revenus. Rien à voir avec ceux qui précèdent, les candidats au poste de conseiller à la haute autorité de la communication sont allés à la rencontre des membres de l'association gabonaise de la presse sportive indépendante, AGEPSI, afin de partager ensemble leurs différents plans d'action. C'était en présence de Franck Biogezo et Vitalis Kumba. Abel Bimbongo et Timothée Mémé, tous deux candidats au poste de conseiller à la haute autorité de la communication, étaient l'autre des membres de l'AGEPSI, occasion pour ces derniers de se prêter au jeu de questions-réponses qui leur a été soumis, chacun devant défendre corps et âme son projet face à ses pairs qui auront le privilège de faire le choix de celui-là qui est en même de poser leur doléance sur la table de la haute autorité de la communication afin de les résoudre au cas par cas. L'envie d'aller défendre la corporation, c'est la première motivation. Il faut aller défendre la corporation. Il faut comprendre à tous ces turiféraires du régime que la régulation, c'est pas la sanction. Elle ne se résume pas à la sanction. Elle se résume à faire en sorte que les journaux privés comme les journaux publics se portent bien, qu'il y ait de vrais professionnels qui traitent bien les informations. Les membres de la GEPSI partant de son bureau directoire constituent un éventail d'électeurs non négligeables pour les candidats potentiels, les voix qui, au finish, pourraient changer la donne, d'où la nécessité pour chacun des candidats de se soumettre à cet exercice oratoire à la demande du comité des sages de l'association gabonaise de la presse sportive indépendante. J'ai une certaine probité morale, c'est vrai que j'ai des défauts. Ils m'ont vu sur le terrain, je suis l'homme du peuple, je suis ouvert à tous les confrères. Et puis, ils ont intérêt à me voter. J'ai quand même accumulé une certaine expérience depuis 1990. C'est nous qui avons fait la presse libre. J'ai fait pas mal de médias, j'ai couvert pas mal de grands événements. Le dernier sommet de l'OUA à Lusaka, j'ai couvert le premier sommet de l'Union africaine à Durban en Afrique du Sud. Donc c'est dire que c'est autant de repères qui font de moi un candidat assez sérieux qui a une expertise à valoriser à la HAC. Il n'est pas exclu que d'autres candidats se prêtent à cet exercice devant la presse sportive locale. Du côté de la GEPSI, une réunion urgente devrait se tenir dans les toutes prochaines heures pour statuer sur chacun des cas. Enthousiasmées et solidaires, les populations de la Dougny à Moalbi ont répondu à l'appel des deux membres du gouvernement sur la nécessité de s'unir pour un développement durable de cette localité. Les précisions avec Armand Babekong et Yasser Nicolando. C'est au rythme de cette mélodie traditionnelle qu'ont été accueillis les ministres d'État et ministres délégués David Badingar et Léa Mikala, respectivement des départements ministériels du commerce et des eaux et forêts, à l'occasion de la rencontre avec les populations de la Nyanga, notamment du département de la Dougny, où sont originaires les deux membres du gouvernement. Des retrouvailles sur fond des défis à relever pour le développement du département de la Dougny. Nous vous disons franchement
que les défis à relever ensemble sont réels. Ils sont graves et nombreux à la fois. Autant cela ne pourra pas se faire d'un coup de baguette magique, autant ils le seront progressivement qu'avec méthode, comme l'a dit la ministre Léa Mikala. Et dans la discussion, dans le débat, même contradictoire, mais un débat constructif. Modestement, je suis un partisan résolu du débat franc et ouvert, à conduire humblement dans le respect des différences d'opinion afin de parvenir sur des points de convergence. Nous n'allons pas nous diviser parce que nous sommes d'origines diverses sur le plan politique. Nous devons nous rassembler en transcendant nos divergences et nos différences. En outre, il nous faut dorénavant privilégier le rassemblement et le consensus. Le consensus, effectivement, permet d'approfondir le débat au lieu de l'escamoter. Il y avait donc un seul message au cours de cette rencontre riche en couleurs et en émotions, celui appelant à l'unité des fils et filles de la Dougny pour un développement durable de cette localité. Rien à voir avec ce qui précède. La hausse des prix des produits pétroliers suscite aujourd'hui des vives réactions dans le pays. À Lambaréné, la pilule a du mal à passer, une situation qui pousse les ménages à recourir désormais au feu de bois. Les précisions avec Euphrem Bioguezo, les images sont de nos confrères de GR3 RTV Lambaréné. La hausse des prix des produits pétroliers au Gabon, la pilule passe mal aussi chez les Migouvéens. Beaucoup ne comprennent pas cette hausse soudaine des 10 produits lorsqu'on sait que le Gabon est producteur de pétrole au même titre que d'autres nations du continent qui n'ont vu guère les prix des produits pétroliers s'élever à la pompe. Le cas de notre pays serait-il un cas spécial? On ne peut pas être dans un pays où on augmente tout comme on veut et puis la population va subir. Les gens souffrent, mais on augmente toujours et toujours. Et on est là, le carburant augmente, le prix du transport augmente. On est là, on subit, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire que subir, comme toujours. Du côté des économistes, la dite mesure, bien que fâcheuse au sein des ménages et autres consommateurs, elle s'avère salutaire au moment où l'État est obligé de se défaire de certains de ses engagements. Vous savez que bon nombre de pays aujourd'hui fonctionnent avec un déficit budgétaire. Bon, ça sous-entend quoi? Ça veut dire que le pays n'a plus forcément assez de moyens pour couvrir toutes les charges, sinon l'ensemble des charges. Et du coup, l'État se voit parfois obligé de se défaire de certains engagements, dont les subventions de certaines choses. Mais aussi, quand l'État se décharge de la subvention, par exemple, des produits pétroliers, et là, on voit sur le marché que les prix augmentent. Les prix n'augmentent pas parce que l'État a augmenté les prix. Non, les prix augmentent tout simplement parce que l'État s'est désengagé d'une part de ses engagements. Donc naturellement, c'est une mesure salutaire, surtout en période de crise. C'est une mesure salutaire. La mesure, elle est salutaire, mais les conséquences ne sont pas forcément salutaires. Voilà. On ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Je dis bien, je ne suis pas adepte des décisions gouvernementales, mais quand même, je peux saluer la décision. Voilà, c'est un peu ça. Sous peu, la cuisine traditionnelle pourrait refaire son grand retour au sein des foyers. Plusieurs personnes sont en effet démunies, vu le prix actuel de la bonbonne de gaz butane. Si je ne sais pas quoi faire, on va retourner à l'africain comme d'habitude, pas au feu de bois. Les mamans, nos mamans font comme avant, il n'y avait pas le gaz, il n'y avait pas machin. Tu commences à prendre de bois, tu fends de bois et tout, c'est comme ça. On va préparer la cape comment? La cape aussi, si on fait aussi une journée sans préparer, on ne va pas manger. Donc on retourne au feu de bois. Allez. Les transports ne sont pas en reste. La hausse des prix s'effectue avec acuité, avec le saucissinage des trajets. Les tarifs passent désormais du simple au double.
Suite à cette hausse des produits, les consommateurs reviennent ici sur ce qui aurait pu être fait par le gouvernement pour éviter ce désagrément qui ne favorise pas les ménages. Nous retrouvons une fois de plus Ephraim Bioguezo et les images sont de nos confrères de G3 RTV à Lambaréné. Mon avis, c'est qu'il faut tenir compte de la situation économique du pays. On ne peut pas se lever un bon matin et puis décider d'augmenter les prix comme ça. La situation économique du pays voudrait que les prix, normalement, doivent baisser au lieu d'augmenter. Parce qu'en ce moment, les sociétés sont en train de fermer, les gens se retrouvent au chômage, on ne sait plus à quel sens se vouer. Et puis, au lieu que les prix baissent, pour permettre au panier de la ménagère d'être allégé, les prix augmentent. C'est normal que les gens fassent des mouvements d'humeur parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que, au lieu de soulager les gens, on a comme l'impression qu'on veut encore plus les étrangler. C'est des choses qui auraient dû être étudiées parce que lorsqu'on augmente des prix, notamment des carburants ou des denrées, ça a un impact directement sur le social, notamment les populations. Et donc, j'aurais voulu que le gouvernement puisse un peu plus, on dirait, un peu mieux étudier la question parce que le flanquer comme ça, c'est vraiment, ça arrive comme un cheveu dans la soupe. Les Gabonais en ce moment vivent déjà une crise qui est une crise plurielle, une crise nationale, internationale. Et donc, ajouter à cela la flambée naturellement du carburant, je pense que ça aurait un impact considérable à l'endroit des populations dont je fais partie. Je pense que ça revient à tout ce que je disais maintenant de manière, on va peut-être parler de chiffres, oui, exactement, voilà pourquoi j'appelle à ce que l'étude se fasse ou se serait fait, ou puisse se faire, si c'est encore possible, de manière un peu plus pointue, parce que c'est considérable que d'ajouter 500 au prix initial qui était déjà là, alors que c'était une prouesse saluée déjà par les Gabonais, que le gaz qui jadis était à 7 000 francs déjà, je crois 7 025, puisse être revu à la baisse à la hauteur du chiffre de 5 500, d'accord, mais le ramener là à 500 francs ou je ne sais pas, c'est quand même considérable. Et l'impact est direct dans les foyers parce que bon, on vit des crises multiformes, pas uniquement liées au prix des carburants ou du pétrole, mais comme je le disais, multiforme. Et donc cette situation-là vient d'être un caillou dans la chaussure des populations qui risque de se transformer en un rocher. Mais nous, en qualité de transporteurs, nous sommes aussi obligés d'émarger le prix du transport parce que déjà, si seulement le prix du carburant augmente en moins d'un mois, vous voyez que nous aussi, ça ne nous profite pas. Et au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de tracasseries sur la route. Hein? Avant, on se plaignait par exemple des tracasseries policières, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le véritable problème, c'est sur l'état de route. La route est mauvaise, mais le carburant ne fait qu'hausser. Pourtant, le Gabon est un pays producteur de pétrole. Mais on se pose des questions de savoir pourquoi alors le carburant augmente de jour en jour. Est-ce ce qui ferait assez que la crise qui ferait partie de la crise chez nous au Gabon, mais nous ne pensons pas ça. Mais la meilleure des choses, c'est que, et avant que même le PEP puisse augmenter le prix du carburant, qu'il consulte aussi au moins les automobilistes. Parce que nous sommes clients. Eux, ils sont peut-être machin, mais sans nous, ils ne peuvent pas revendre. Donc, la moindre chose, c'est essayer d'abord de consulter aussi les automobilistes, voir dans quelles dispositions augmenter le prix du carburant. Mais à moins d'un mois aussi, nous ne pouvons pas augmenter le prix du carburant successivement. Ça ne se fait pas, nous sommes un pays producteur. Pourquoi alors le carburant serait aussi cher? Nous pensons que d'ici peu, le prix du carburant serait le litre de gasoil serait à 1000 francs, plus qu'aujourd'hui nous sommes à 625 le litre. À Port-Gentil, informer les populations sur les contours du fonds d'initiative départementale. C'est à cet exercice que se livre actuellement Patrice Ontina, le gouverneur de l'Oboué maritime, qui initie ses rencontres avec ses administrés. Irian Lansimberkuna, Média Plus Port-Gentil. Il y a quelques semaines, le président de la République lançait dans la province du Haut-Ogooué le projet de développement communautaire via le fonds d'initiative départementale. C'est dans l'optique de relayer l'information, mais surtout d'expliquer en long et en large la portée de ce programme que le gouverneur s'est retrouvé face à ses administrés. Le fonds d'initiative départementale, c'est une dotation budgétaire inscrite dans la loi de finances pour
pour les projets, le financement des projets de développement des collectivités locales. Il s'agit donc de projets communautaires. Il ne s'agit pas de micro-projets, il s'agit de projets communautaires. L'initiative départementale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout projet d'investissement local, créateur de richesse et axé sur les activités génératrices de croissance et d'emploi. Pour ce qui est des conditions d'éligibilité, les collectivités locales doivent disposer de ce qu'on appelle un plan de développement local. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui est élaboré de manière participative et qui fait état donc des besoins de la collectivité, de ses potentialités ainsi que des stratégies de développement envisagées. Selon Patrice Ontina, il ne s'agira pas de disposer de ces fonds sans un suivi. L'administration du fonds d'initiative départementale est assurée dans chaque province par un certain nombre d'organes. Il y en a 4. Il y a le comité de pilotage, il y a les comités locaux de sélection des projets, le comité de contrôle de vérification et le comité de règlement. Le comité de pilotage, c'est, si vous voulez, l'instance décisionnelle du fonds d'investissement départemental dans la province. Il est chargé de coordonner l'action des organes du fonds d'initiative départementale dans la province, de décider des projets à réaliser pour le compte de chaque département ou commune sur la base du rapport du comité de contrôle et de vérification. Ce sont 3 milliards de nos francs qui seront alloués à la province de Logui-Maritime, soit 1 milliard par département, notamment Dougou, Etimbwe et Benje, qui feront également l'objet de sensibilisation très prochainement. Un projet qui devrait à terme favoriser le développement des dites localités et au passage générer des emplois. Place à présent l'actualité hors de nos frontières qui nous amène d'abord en Italie. Lutte contre l'immigration et fin de l'austérité et levée des sanctions visant la Russie. Le nouveau chef du gouvernement italien a présenté les grandes lignes de sa politique devant le Sénat qui lui a accordé sa confiance. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Face au Sénat italien, Giuseppe Conte a défendu sa politique populiste. Les forces politiques qui constituent la majorité de ce gouvernement ont été accusées d'être populistes et anti-système. Très bien. Si populisme signifie être capable d'écouter les besoins des personnes, alors nous le revendiquons. Sans surprise, le nouveau chef du gouvernement italien a confirmé les objectifs contenus dans le contrat de son gouvernement de coalition, à savoir une réduction de la fiscalité, un revenu de citoyenneté pour les plus démunis. Il s'est également engagé à lutter contre l'immigration clandestine. Nous mettrons fin au business de l'immigration qui a augmenté de manière démesurée à l'ombre d'une fausse solidarité. Dans son collimateur, les accords de Dublin qui font peser l'essentiel de la charge de l'accueil des migrants sur les pays qui se trouvent en première ligne, comme l'Italie. Sur le plan diplomatique, Giuseppe Conte a revendiqué l'attachement de son pays à l'OTAN, tout en prenant une ouverture vers la Russie. Nous serons les partisans d'une ouverture envers la Russie qui a renforcé son rôle international dans diverses crises géopolitiques. Nous serons les promoteurs d'une révision du système des sanctions imposées à la Russie, particulièrement celles qui pénalisent la société civile. Giuseppe Conte est favorable également à une réduction de la dette publique italienne, non par des mesures d'austérité, mais par des politiques favorisant la croissance et l'emploi. Il n'a en revanche donné aucun détail sur leur contenu. Au Guatemala, 2 jours après l'éruption du volcan del Fuego, le bilan continue de s'alourdir. Au moins 75 personnes ont péri et 196 autres sont portées disparues. Mardi, une explosion a obligé les secours à interrompre les recherches. Une fois de plus, les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Sur ces images, les secouristes eux-mêmes semblent pris de panique. Ils courent rejoindre leur véhicule pour fuir le volcan, interrompant les recherches pour retrouver les nombreux disparus. Une explosion, comme un fort grondement, a déclenché cet ordre d'évacuation.
Malheureusement, l'alerte a été donnée d'évacuer à cause d'une coulée de boue volcanique. Il y a eu une colonne de fumée et de sable, comme si elle était sortie de terre, et ils nous ont tous évacués. Les populations de plusieurs localités situées sur les flancs du volcan ont également dû fuir dans une ambiance de fin du monde. C'était vraiment affreux parce que tout le monde marchait partout, il y avait des voitures partout, des accidents, des gens sont tombés, nous étions tous paniqués. C'est juste par précaution car les nuées ardentes descendent du volcan. Mais ce n'est pas comme si elles étaient directement au-dessus de la ville. Après l'éruption dimanche, une première évacuation avait déjà concerné plusieurs milliers de Guatémaltèques, mais un chiffre donne le tournis. Dans ce petit pays d'Amérique centrale, plus d'1,5 million de personnes seraient touchées par les cendres volcaniques qui retombent. De retour à Libreville, parlons à présent de sport. À OIM, dans le Septentrion, une délégation de l'Union socialiste gabonaise est allée offrir un important don de matériel sportif au club New Ange Basket, un équipement qui viendra faciliter le travail de ces derniers. Marielle Lecom. En plein échauffement d'un avant-match, le New Angel Basketball a reçu la visite de quelques membres du parti l'Union socialiste gabonaise. Ces derniers sont venus officiellement remettre un matériel complet de basket, répondant ainsi à l'appel du club évoluant dans la ville d'Oyem et faisant face à de nombreuses difficultés. Notamment, nous avons répondu à l'appel de l'association New Angel qui a sollicité l'antenne locale de l'Union socialiste gabonaise et nous avons soumis cette doléance à notre première secrétaire, Mme Caroline Mingou-Indema, qui dans son élan de solidarité, notamment en faveur de la jeunesse, a répondu de manière spontanée. Et aujourd'hui, nous sommes là, réunis pour remettre officiellement ce matériel sportif qui est constitué de ballons, de baskets, de séries de maillots et de tout l'équipement nécessaire professionnel afin de permettre aux jeunes de pouvoir mieux s'épanouir dans le sport. Un matériel professionnel qui pourra désormais faciliter le travail de ces basketteurs habitués, faute de moyens, à un matériel amateur. Le président ne peut que s'en féliciter. Un sentiment de joie, les mots sont même insuffisants parce que après nous avions sollicité l'association USG. Ça n'a pas mis vraiment long et le résultat est tombé. Donc nous ne pouvons que se réjouir, moi en tant que président et au nom de l'association New Angel de Basket Wellington, nous ne pouvons que dire merci. Nous avions commencé avec le matériel amateur et aujourd'hui on nous donne un matériel professionnel. Ça ne peut que nous réjouir et ça ne peut que contribuer encore plus à l'épanouissement des jeunes et au talent des jeunes techniques, tactiques et physiques. Faisant partie de la mouvance présidentielle, l'Union socialiste gabonaise voudrait par ce acte participer à l'épanouissement des jeunes, ceci pour cadrer avec la vision des plus hautes autorités de l'État. Où et quand se déroulera la Coupe du Monde de football 2018? Nous sommes bel et bien dans votre rubrique Expression libre. Écoutons les éléments de réponse des uns et des autres micros de Yasser Nicolandon face à la caméra de Régis Kumba. On aimerait juste savoir où et quand se jouera la Coupe du Monde 2018. C'est en Russie, du 14 au 14 je crois, 14 juin, 14 juillet. On veut savoir où et quand se jouera la Coupe du Monde 2018. Je ne connais pas. Elle s'organise là-bas, c'est la Russie qui organise, donc j'estime que, étant pays organisateur, c'est le pays qui va abriter d'abord le lancement de l'événement. Est-ce qu'il y a la Coupe du Monde 2018 d'abord? C'est la Coupe du Monde 2019, pas 18. On est en 2018. Moi je ne pense pas qu'il y a la Coupe du Monde en 2018, je sais que c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde se joue en Russie, qui est située en Europe. La Coupe du Monde 2018, ça se joue en Russie. En ce qui concerne la date, je ne maîtrise pas plus exactement, mais est-il que c'est dans moins un mois, quoi. En Russie, bien entendu. Non, je n'ai pas. Je peux répondre à sa place. C'est en Russie. La Coupe du Monde 2018, c'est en Russie.
La Coupe du monde de football se jouera en Russie. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que se referme cette édition d'information. Les cadres étaient assurés par Bertrand Koumileka, la réalisation, l'incontournable David Mitola. Merci pour votre fidélité et bonne suite de programme sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.